Alors, on va passer avec Elodie à la présentation d'Avatar Médical. Alors, on a eu une académie qui est en cours de féminisation, j'imagine, en tout cas, comme beaucoup d'académies. Mais donc là, moi, j'ai eu l'occasion, donc d'abord, c'était aussi dans la discussion que j'ai eue avec Hubert de faire intervenir Avatar et également lors de visites à Marie-Lannelongue, effectivement, d'entendre énormément de bien de l'approche de réalité virtuelle associée justement à la programmatique chirurgicale. Donc, un grand merci à toi, Elodie, de venir partager ce projet. Écoutez, merci pour l'invitation et donc à France Biotech et à l'Académie. Donc peut-être que Dominique Fabre va réussir à se connecter au Zoom. Il avait un staff à Corbeil, mais en tout cas, sinon je présenterai les résultats qu'on a obtenus avec son équipe à Marie-Lannelongue. Donc je suis ici aujourd'hui avec Fabien Reyal, qui donc est à l'origine de ce projet, et on va vous montrer à quoi sert en fait la réalité virtuelle pour la visualisation des images médicales dans une optique de préparation chirurgicale. Donc, effectivement, une technologie qui sort de 4 ans de recherche à l'Institut Pasteur et à l'Institut Curie, donc dans des labos de maths appliquées informatique qui ont travaillé avec le service de Fabien. On a, après 3 ans, un premier produit qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est une visionneuse de scanner et d'IRM qui permet de créer des avatars de patients en réalité virtuelle, et donc qui a été certifié par la FDA plus tôt cette année. Le marquage CE de ce produit est en cours, on l'espère, au premier semestre de l'année prochaine. Et une particularité en fait d'Avatar, c'est que c'est une société qui est basée en France, mais également aux États-Unis depuis le démarrage. Donc, on travaille avec des hôpitaux à la fois en France et aux États-Unis. Donc, le produit en fait qu'on a développé, le premier, en fait, j'étais assez sensible à ce qu'a dit la personne de Twinside. 3 clics, 4 minutes, c'est effectivement la vraie vie du temps que vous avez à passer à l'usage de ces outils. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Donc, la manière dont ça fonctionne, vous connectez un ordinateur ou installez le avatar. C'est connecté au PACS de l'hôpital. Vous rentrez le nom du patient, un clic, vous allez charger le dossier. Tout ça, c'est du temps réel. Donc, après, vous choisissez la série qui vous intéresse. En quelques secondes, vous avez un rendu 3D qui est effectué. On a en fait un filtre en un clic qui vous permet de sélectionner la structure d'intérêt dans les coupes 2D. Donc là, on va aller chercher un anévrisme. Donc, on clique du coup sur cet anévrisme et du coup, le modèle 3D s'adapte pour maximiser le contraste de la structure sélectionnée. Donc, on peut naviguer sur l'écran en 3D. Donc, ça, vous avez sûrement déjà utilisé des outils de 3D sur écran. Mais en fait, vous pouvez aussi, en un clic supplémentaire, lancer une session de réalité virtuelle. Et donc là, vous mettez un casque et donc c'est un rendu stéréoscopique. Donc, c'est-à-dire que c'est assez difficile à rendre sur un écran comme ça dans une projection, mais c'est comme si vous aviez le patient qui flottait dans l'air devant vous à l'échelle et que vous pouviez tourner, rentrer dedans avec la manette de manière très fluide. Et donc, vous avez la perception de la profondeur. Et ça, en fait, ça change vraiment quelque chose pour tout un tas de cas et de procédures. Donc, en fait, l'idée, c'est aujourd'hui de vous montrer un peu l'impact que ça peut avoir sur 2 exemples, un qui a été fait chez Fabien, un qui a été fait à Marie-Lannelongue. On travaille donc avec des hôpitaux en France et aux États-Unis sur des procédures pour lesquelles l'anatomie 3D est un peu complexe à appréhender et surtout pour lesquelles il y a des sujets de visualisation des tissus mous. Notre technologie, c'est un rendu volumique, c'est-à-dire qu'on garde absolument tous les pixels de l'image et il n'y a pas de segmentation. Donc, on n'a pas ce processus où on définit une surface. Donc, quand on est sur des sujets oncologie, marge ou ligaments ou bien encore tous les sujets de cardiovasculaire où la segmentation ne marche pas bien, les fuites de Sten par exemple, eh bien, on peut avoir des rendus 3D qui sont performants, alors que les technologies comme l'impression 3D de modèles pré-op ou des technologies avec de la segmentation sur des écrans ou en réalité virtuelle ne fonctionnent pas très bien. Aussi, juste, je voulais mentionner qu'en fait, on a déjà 4 clients installés dans le domaine de en fait, la formation. C'est définitivement quelque chose qui sert à apprendre l'anatomie pathologique. Donc, on a des installations de TP aujourd'hui à Sorbonne Université, à Besançon, à Aberdeen en Écosse et à CUNY à New York. Donc, je vais laisser la parole à Fabien pour présenter les résultats qui ont été obtenus à Curie sur la technologie. Merci de la chance de pouvoir venir présenter notre dispositif ici. Je suis professeur Ayal, donc je suis chef de service à l'Institut Curie de chirurgie.
On a effectivement cette idée de en 3 clics. C'est pas possible qu'on ait des machines avec des terapixels de data et qu'on en utilise en fait qu'une infime partie, alors que c'est riche d'informations. On a fait une première étude qui était de voir tout simplement sur des chirurgies, non pas sur des chirurgies, mais sur des images, c'est quelle est la capacité quand on prend des chirurgiens qui ont un niveau extrêmement hétérogène dans leur formation en termes de connaissances en imagerie, parce que la réalité, c'est que, sauf certaines spécialités, je dirais que le vasculaire, ils sont extrêmement pertinents en imagerie spontanément, mais il y a plein de spécialités où finalement le chirurgien n'est pas très bien formé en imagerie. Et en quoi cet outil-là, sur de la chirurgie du sein, pouvait modifier l'acquisition de la connaissance. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 18 chirurgiens, tous entraînés de manière très variable à la chirurgie du sein, puisqu'il y avait des internes comme des chefs de clinique, comme des PH, comme des PU. Et puis on a pris une banque d'IRM et on a regardé quel est le temps pour analyser ces images, quelle était la qualité de l'analyse de l'image et quelle est la stratégie qui était proposée à partir de ces images-là. Le premier truc qui a été absolument phénoménal, c'est qu'on parle de gain de temps. On parle beaucoup aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas connu ces questions-là, mais aujourd'hui, on parle du burn-out, du trop de travail, de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, tout le temps qui est pris à essayer de rentrer un CD dans une machine pour essayer de capter une image et essayer de comprendre et qui vous prend 30 minutes, c'est 30 minutes de trop, puisqu'on va avoir une nouvelle génération de chirurgiens qui ne vont pas vouloir travailler plus de 35 heures. Donc, il faut que ce temps soit comprimé. Et très clairement, ce qu'on voit, c'est qu'en utilisant ce type de dispositif, en fait, on a un écrasement absolument phénoménal du temps nécessaire pour capter l'information à l'échelle de l'ensemble des chirurgiens qui ont été testés, et ce, quel que soit le niveau de formation de ces chirurgiens. D'autre part, sur la question des erreurs, on s'est rendu compte aussi que, indépendamment du niveau de formation, l'utilisation d'un système 3D comme ça était extrêmement rapide pour des jeunes. C'est-à-dire que l'acquisition, la compréhension de ce qui se passe tout d'un coup sur une image simple de cancer du sein est acquis à une vitesse absolument remarquable et amène à une pertinence dans la lecture de ce qui se passe au niveau des PH ou des PUPH du service qui ont déjà 15 ou 20 ans de chirurgie du sein. Donc ça, c'était aussi un deuxième élément qui était majeur, c'est qu'on voyait qu'on faisait moins d'erreurs et qu'en plus, nos jeunes se calaient à toute vitesse au niveau des plus vieux. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant parce que on le teste maintenant sur le plan clinique, c'est-à-dire que la perception qu'on a avec la visualisation en 3D, la profondeur que ça donne et la captation de l'image et la sensation que ça donne avec la rémanence de l'image au niveau cérébral permet en fait d'avoir une pertinence dans le choix stratégique chirurgical qui est beaucoup plus fin. C'est-à-dire que là, c'est une autre publication. En fait, cette patiente-là, au départ, était partie pour avoir une mastectomie sur la lecture simple de l'IRM classique, faite avec les radiologues. Et puis, en fait, d'avoir plongé avec ce système-là dans la poitrine de cette patiente-là, a permis de faire tout simplement une technique de chirurgie plastique, retirer l'ensemble de la tumeur, être en berge saine et avoir atteint le double objectif qui est de soigner le patient et de lui conserver une qualité de vie. Alors qu'habituellement, on aurait pu tout à fait basculer vers un geste beaucoup plus radical. On peut d'autre part comparer avant et après chimiothérapie, l'évolution de la maladie. On a vu comment était la maladie sur ces images au départ et ce qu'elle devient après traitement. Donc, c'est vraiment une radicale transformation avec pour objet aujourd'hui, quand je vous ai parlé, vous avez été une assemblée qui n'a pas regardé ni TikTok ni Instagram, mais quand vous allez dans un congrès, vous voyez la moitié de la salle qui scrolle sur son téléphone pendant que vous parlez. En fait, il scrolle et il voit des kilotonnes d'images. Et nous, on a du mal, avant de faire un geste chirurgical, à regarder ce qu'on doit opérer. Mais en fait, c'est ça le défi d'Avatar Médical, c'est de rendre automatique l'accès à l'imagerie sur différents dispositifs, puisque après, on peut le transformer, le regarder sur des portables, le regarder sur plein d'aspects et de rendre vraiment totalement accessible l'imagerie médicale. Je redonne la parole à Mme Briand. Merci Fabien. Du coup, je ne sais pas si Dominique a pu se connecter, mais en tout cas, je vais présenter les travaux qui ont été réalisés à Marie-Lannelongue. Donc, on a d'ailleurs été nommé pour ces travaux au Innovation Award du VACE cette année. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné, mais c'était déjà une belle expérience. Donc, l'étude s'est faite en fait de manière rétrospective sur la prise en charge d'un certain nombre d'anévrismes des artères abdominales. Et avec du coup en rétrospectif des cas qui avaient été traités à Marie-Lannelongue. Et la question c'était, donc eux ils ont un outil 3D sur écran qu'ils utilisent au quotidien, donc c'est Aquarius de Terra Recon. Et si en fait on regarde en plus avec Avatar, est-ce que ça a un impact sur la décision médicale?
Donc, en fait, la manière dont on a structuré l'étude, on avait du coup les scanners, on les regardait avec TerraRecon, puis avec Avatar. Donc, après avoir observé avec TerraRecon, on posait des questions sur l'analyse de l'image. Combien d'efférentes vous voyez? Combien vous en sacrifiez? Vous faites une chirurgie ouverte ou endovasculaire? Et puis après la visualisation dans Avatar, on reposait les mêmes questions et avec aussi un questionnaire qualitatif de perception. Donc, en fait, ce qui a été frappant dans cette étude, il y a eu 29 revues qui ont été faites par 10 chirurgiens. C'est que dans 7 cas sur 29, les chirurgiens ont compté des nombres de branches différentes dans Avatar par rapport à de leur 3D sur écran. Et donc, pour les cas, les 22, ils avaient compté le même nombre de branches. Dans 6 cas, ils ont proposé des décisions différentes sur le nombre de branches à sacrifier, donc 4 fois sur 6 moins et 2 fois plus. Et donc, dans 15% des cas, 4 sur 29, les chirurgiens ont changé d'avis sur l'approche chirurgicale à mettre en œuvre. Donc, c'est assez frappant. Donc, cette visualisation stéréoscopique, elle a véritablement une influence. Elle apporte quelque chose de différent de la 3D sur écran. Et donc, quelque part, ces premiers résultats, en fait, ils ouvrent la possibilité de, après, maintenant, suivre en prospectif sur des patients qui vont être traités si finalement on arrive, par exemple, à promouvoir plus de chirurgie endovasculaire avec les mêmes taux de succès sur ce genre de procédure. Donc là, en fait, vous avez une visualisation comparative de l'outil qu'ils utilisent à Maryland Long à gauche et de Avatar à droite. Alors bon, comme je vous l'ai déjà dit, hein, cette espèce de version à plat de la réalité virtuelle, ça vaut ce que ça vaut. Mais en fait, on a quand même une interaction qui est beaucoup plus simple avec l'image en 3D et une visualisation qui… enfin, je vous laisse apprécier la qualité différente et ce que vous en pensez. Donc, globalement, on a eu une sensation largement partagée par tous les participants de l'étude que la compréhension de l'image, la localisation de l'anévrisme, l'anatomie de l'anévrisme ou l'évaluation des branches était plus efficace avec la réalité virtuelle. Donc voilà, donc Avatar, c'est donc 3 ans d'existence. C'est ce premier produit qui est une visionneuse qui est approuvée. Donc c'est la base pour développer après tout un écosystème qui ira autour. Je pense que dans des choses qui ont été présentées aujourd'hui, finalement, c'est des choses qui pourront être assez complémentaires puisque c'est une plateforme de visualisation dans laquelle on pourra aussi délivrer des résultats de jumeaux. C'est une plateforme à partir de laquelle on pourra créer des rendus qui pourront être amenés aussi au bloc dans différentes manières, dont la réalité augmentée, c'est aussi des choses qu'on regarde. Mais l'objectif principal, c'est vraiment de démocratiser l'accès à l'imagerie médicale par tous les chirurgiens, que toutes ces données-là puissent être disponibles tout de suite, prendre en compte facilement dans la planification. Merci beaucoup. Merci. Et parfaitement dans le temps. Eh bien, écoutez, on a là quand même un bond technologique absolument exceptionnel. C'est la première fois que je vois ce genre d'image. Et par rapport à même ce qui était présenté déjà l'an dernier, c'est remarquable. Et puisqu'on parle d'image, puisque tout est basé sur l'image, une première question, c'est ce que finalement le principe se trouve limité par l'état des images aujourd'hui. Est-ce que vous avez un désir de meilleures images ? En particulier des images qui pourraient intégrer la dynamique, pour en revenir encore à cette question entre la photo, et parce qu'on travaille sur des photos d'une certaine façon, et l'aspect fonctionnel, dynamique fonctionnel. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Donc, on prend le DICOM et on injecte ça dans les algorithmes pour faire le modèle. Donc, si l'acquisition n'est pas de très bonne qualité, c'est un peu garbage in, garbage out. Mais si on a quelque chose de très bonne qualité en entrée, on sort un avatar de bonne qualité. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que de manière générale, vous voyez, on a travaillé quand même sur pas mal de spécialités. On est sur 80-90% des cas où on prend l'image 3D du diagnostic et ça suffit. Donc, et on n'a pas besoin de refaire une acquisition particulière pour créer le modèle. Après avoir dit ça, dans des cas particuliers, on a travaillé par exemple avec Mondor en neurologie sur des acquisitions particulières avec leur service de radiologie pour pouvoir avoir bien toutes les structures du rein qui soient visibles dans le même avatar, donc en jouant sur les temps d'acquisition. Donc, il y a effectivement une optimisation croisée du protocole d'acquisition de l'image et de notre technologie, mais très souvent l'image de diagnostic suivie. Et puis pour la question du 4D,
Eh ben, ça, c'est en fait, aujourd'hui, le premier produit n'a pas de 4D, mais en fait, il y a rien qui limite le 4D en théorie. On a des sujets de puissance de calcul qui vont avec. Donc ça, ce sera après du bénéfice-risque, mais sur le principe, on pourrait complètement faire du 4D s'il y avait du 3D temporel dans ce genre de représentation. Merci. Nous avons une question à distance. Je crois que c'est notre ami Hudson qui est au Brésil. Oui, Hudson, tu as la parole. Ah oui, je pense que c'est très bon avoir l'imagerie 3D. Mais pour nous, pour l'ophtalmologie, c'est beaucoup plus facile. Parce que, comprenez-moi, vous rentrez pour faire la chirurgie des cataractes ou la chirurgie vitréo-rétinienne. Vous avez déjà un système 3D. Alors, il ne faut pas suivre les images pour voir, pour prendre les structures intraoculaires. Vous avez déjà l'imagerie, tout à disposition. Alors, c'est beaucoup plus facile, je pense, parce que quand vous avez les foies, par exemple, et quelques autres structures, c'est difficile de rentrer parce que la structure est solide. Alors, vous rentrez dans des yeux, les yeux fermés comme ça, vous ouvrez. Il y a la chambre antérieure, la chambre postérieure. Oui, Hudson, Alors, quelle est la question? Quelle est la question? C'est un commentaire. Merci. Non, la question, Oui, la question est pourquoi ce système n'est pas applicable dans l'ophtalmologie, par exemple. Parce voilà, que nous avons est-ce qu'il y a une application imaginée dans l'ophtalmologie? Merci, Hudson. Alors, je dois dire que c'est un sujet dans lequel on n'est pas venu assez naturellement parce qu'effectivement, l'intérêt de voir à partir d'un scanner ou d'une IRM, c'est pour voir des structures internes. Et il y a beaucoup de choses qui sont, comme c'était mentionné, accessibles voilà, plus facilement en ophtalmologie sans avoir à faire un scanner et une IRM. Donc, on n'est pas allé Déjà dans ce- trop bon en Ouais, ophtalmologie. Hubert Jeunet. Après, il y a toutes les tumeurs Oui, alors orbitaires. c'est une innovation magnifique parce que ça permet de diminuer l'incertitude préopératoire et donc ça va certainement bénéficier aux patients. J'ai deux questions. La première, c'est vous avez dit que vous pouviez partir de scanner ou d'IRM. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux pour vous que l'autre ou pas? C'est la question de l'imagerie. Et parce que souvent, on double les examens. C'est-à-dire que quand on opère un foie, on va faire un scanner et une IRM. Et quand on opère un rectum, on fait un scanner et une IRM. Et donc, est-ce que vous avez une préférence? La deuxième question, c'est que les radiologues ont souvent des problèmes avec des organes qui ont déjà été irradiés pour analyser les images. Est-ce que vous avez réfléchi à cette question? Alors, sur la question de quelle est la préférence, en fait, ça dépend complètement de la pathologie, de l'organe et de ce qui est fait de manière courante. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que si les radiologues ont une habitude particulière, typiquement dans les cancers du col et les cancers de l'endomètre, les acquisitions IRM à ce niveau-là ne permettent pas une vraie reconstruction 3D. Donc, typiquement, là, on est coincé. Quand on est sur le sein, l'IRM, on a une image fantastique avec la transformation en IRM. Sur le vasculaire, on est très bien avec du scanner. Ça dépend. Ça dépend de l'organe étudié. Et donc, actuellement, tout le travail consiste à attaquer organe par organe et pathologie par pathologie pour justement qualifier et permettre que l'outil soit le plus adapté aux différentes technologies. Mais c'est vrai que c'est ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si on a des mauvaises images au départ, ou si on a des images qui ne sont pas contenues par du 3D, c'est un changement. Et comme les pratiques en radiologie ont tendance à un petit peu se déstructurer parce qu'il y a des pressions financières sur pas mal de radiologues, notamment de radiologues de ville, qui font des séquences plus courtes en IRM, typiquement moins d'acquisition. On peut tout à fait perdre de la qualité par l'évolution de la pratique radiologique qui consiste à réduire les séquences, faire moins de diffusion, faire moins de choses. Voilà. Donc l'objet, nous, c'est d'essayer de se caler avec des images idéales. Et puis après, ce qui sera décidé par les médecins plus généralement, on verra. Mais c'est vrai que ce qui change complètement, c'est que vous avez une image devant vous qui est stupéfiante, en fait. Et vous avez beau être intéressé par les images depuis très longtemps. Et précisément, devant ces images. C'est une transformation qui facilite et qui rend, en fait, sur des gestes aussi simples que les chirurgies du sein, alors que c'est relativement, on va dire, simple par rapport à l'ébrisme qu'on vient de voir. La perception et ensuite la rémanence cérébrale fait que vous êtes
Alors, est-ce que vous êtes précisément, je reprends la parole parce qu'il faut, excusez-moi, il faut, on est obligé, on a dépassé le temps. Est-ce que vous en êtes à discuter d'une évolution éventuellement des stadifications liées à l'imagerie par rapport à la perception optimale que vous donnent ces nouvelles images? Non. Non. Très bien. Et la question du temps que ça représente, la question vous concerne. Est-ce que c'est très long? Et elle concerne également François Richard, qui pourrait, je vois qu'il a levé la main, intervenir 1 minute parce qu'on est en train de dépasser le temps de parole. Ça représente combien de temps dans la préparation de l'acte opératoire? Le temps d'analyse d'image, vous nous avez montré en temps réel, tout ce temps de préparation. Ça va dépendre des procédures, hein. Donc, le temps de la création de l'avatar, c'est celui de la vidéo, hein. Donc, c'est très court à partir de 5 l'image qui est minutes? dans le PAX. Oui, ça peut être 5 minutes. Oui. Après, vous pouvez aussi justement vouloir utiliser l'image comme un vecteur de discussion en staff, Oui. en RCP. Très bien. Donc, on peut aussi y passer plus que l'analyse individuelle. Voilà. Alors, un commentaire de François Richard sur justement l'intégration de la préparation de l'intervention dans le temps de travail. C'est une question surtout. Le remboursement éventuel du procédure. Oui, c'est une question. Vous avez montré que ça pouvait avoir un intérêt sur la rapidité ou le changement des indications par la meilleure compréhension du chirurgien. Le problème, ça va être de comment on prouve la valeur ajoutée ou le service médical rendu et comment vous avez réfléchi à analyser le fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas une amélioration grâce à cette technique. Non pas dans le diagnostic, mais dans la stratégie thérapeutique. Alors, en fait, ce qu'on a eu comme stratégie, c'est de faire valider le produit en tant que visionneuse. Donc, de pouvoir le vendre en tant que produit médical approuvé comme viewer. Et du coup, avec ça, on peut adresser la réalisation En fait, il peut être utilisé par les chirurgiens sur n'importe quelle image. Et donc, notre idée, c'est en fait, avec un certain nombre de centres partenaires maintenant, de mettre en place des études observationnelles d'impact dans leur vie, dans leur vraie pratique, sur le temps d'analyse, mais aussi le temps de bloc, le temps de décharge Voilà, des patients. Des éléments très précis. Et voilà, des on a très bien précises, compris. Et à la fin, le bénéfice Je suis patient. désolé de vous bousculer un tout petit peu. C'est particulièrement intéressant. On vous invite également à nous rejoindre le 7 et 8 décembre, parce qu'on est absolument dans cet esprit. C'est tout l'apport du digital à l'évolution de la chirurgie. On ne peut pas être plus dans le sujet. Donc, j'espère qu'on aura le plaisir de vous voir. Désolé de vous avoir un petit peu bousculé. Et je pense, merci beaucoup. Bravo. Un grand merci à l'équipe Avatar pour cette présentation.